Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Le déplacement du 15 de France à Twickenham n'est plus qu'une affaire de jour, et donc j'aimerais bien faire un petit tour d'horizon des forces de notre adversaire, un petit peu comme j'ai pu le faire avant France-Écosse. Pour ce faire, j'ai regardé en détail les 3 premiers matchs du 15 de la Rose. Oui, je sais, il y en a qui s'infligent des trucs, c'est comme ça. Et j'ai repéré quelques éléments intéressants en vue du match de samedi. Vous êtes prêts, c'est bon? Bon alors on y va, c'est parti. D'abord, d'un point de vue défensif, les Anglais avaient assez mal démarré leur tournoi, avec 20% de plaquage manqué face à l'Écosse. Le centre du terrain s'était notamment troué face aux offensives écossaises, et on se souvient des percées calédoniennes dans les lignes du 15 de la Rose. Néanmoins, depuis 2 matchs, face à l'Italie et face au Pays de Galles, l'Angleterre semble avoir un petit peu relevé la barre et peaufiné sa stratégie défensive. La défense anglaise, grosso modo, consiste à avoir un mur très compact qui monte assez rapidement, mais surtout, très important, qui monte à la même vitesse. C'est bête, c'est un petit peu le principe de la défense, vous me direz, mais je trouve que chez les Anglais, c'est particulièrement bien exécuté et il y a très peu d'espace dans ce premier rideau. Mais surtout, cette montée accélère d'un coup, juste après que le premier receveur ait fait la passe. Bon, je m'explique. Dans le rugby, il y a plusieurs manières de défendre, on peut glisser, on peut monter en miroir, ou alors on peut monter en rush pour dégommer directement le porteur de balle. La rush défense est efficace quand c'est bien réalisé parce que ça donne un énorme avantage du point de vue dynamique. Forcément, si t'exploses le porteur de balle, t'as beaucoup plus de chances de mettre la pression derrière, voire même de récupérer un ballon. Par contre, il faut être sûr que tes partenaires montent à la même vitesse que toi et viennent eux aussi agresser très rapidement l'attaque, parce que sinon tu ouvres des espaces et à la moindre erreur, ça se pécache. Et puis aussi, il y a souvent un risque de partir hors jeu. Le choix de l'Angleterre, il est un petit peu à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il s'inspire un petit peu de la rush, mais il va pas non plus aller directement agresser le porteur de balle. C'est-à-dire qu'elle a tendance à laisser le porteur de balle faire son choix, et une fois qu'il décide, soit de conserver pour aller défier, soit de faire la passe pour faire jouer un partenaire, c'est là qu'elle accélère en arrivant de manière très compacte sur le receveur pour l'étouffer. Gallois et Italiens ont beaucoup souffert de cette tactique qui les a souvent mis sous pression et qui a permis à la défense anglaise de gagner la ligne d'avantage. Alors cette défense n'est pas infaillible, déjà parce qu'elle demande beaucoup de coordination qui n'est pas forcément tenable sur 80 minutes parce que ta réactivité et ta lucidité diminuent avec la fatigue, mais surtout en fait elle repose sur un pari. Le pari qu'elle va mettre une si grande pression sur l'attaque que le ballon ne va même pas pouvoir atteindre le couloir des 15 mètres en bout de ligne et qui est délaissé. Bah ouais, parce que pour mettre autant de densité sur les premiers mètres, il y a forcément des endroits où il manque des défenseurs. Et ces endroits notamment, c'est sur les extérieurs qui viennent être coupés par l'ailier, mais en vrai si on arrive à déplacer le ballon là, on a des espaces. Et je pense que face à nous et face à nos alliés supersoniques que sont Penaud et Dumortier, les Anglais vont essayer de nous mettre une pression terrible pour éviter qu'on puisse jouer sur nos facteurs X. Et évidemment, il va donc falloir trouver des solutions. Soit d'abord en arrivant à créer de l'avancée par le défi physique, en mettant la défense anglaise sur le reculoir plusieurs temps de jeu durant pour créer de l'avancée et ensuite écarter le jeu, ce qui n'est pas une chose si aisée que ça, parce que les Anglais sont très costauds, très durs à l'impact, et donc forcément c'est difficile de les prendre sur ce point-là. On peut aussi imaginer prendre davantage de profondeur pour arriver à contourner leur rideau dense et gagner ensuite le couloir des 15 mètres. Ce qui serait plutôt bien parce que je trouve qu'en ce moment on a quand même l'habitude de jouer très à plat et donc là ça pourrait nous forcer à prendre de la profondeur pour ensuite mieux développer notre jeu. De toute façon, si on reste à plat, on va se faire bouffer. Enfin, il reste aussi l'alternative du jeu au pied pour déplacer le ballon dans les zones délaissées par la défense. Donc ça c'est pour la défense, mais il va aussi falloir se méfier de leur animation offensive qui agit parfois comme un véritable rouleau compresseur et qui tend par moments à se rapprocher du jeu irlandais. En effet, selon moi, ballon en main, l'attaque anglaise repose sur 2 gros facteurs que sont la vitesse et le nombre. Par là, j'entends que les lancements anglais misent avant tout sur un grand nombre d'options crédibles pour le porteur de balle et qui arrivent lancés à pleine balle dans le bon timing. J'en ai déjà parlé récemment, il me semble, mais il n'y a rien de pire quand t'es défenseur et qu'en face de toi, il y a plusieurs mecs qui arrivent lancés, qui sont tous en possession de recevoir le ballon et que le porteur de balle se décide à la dernière minute de choisir qui va servir. Ça, c'est horrible à défendre. Et justement, les Anglais arrivent très bien à le faire. Ils amènent beaucoup de trafic autour du porteur de balle, c'est souvent Farrell, qui décide au dernier moment pour apporter le plus de dynamique possible à son attaque et donc gagner la ligne d'avantage. Cette animation offensive se retrouve très souvent sur les lancements de touche, mais également dans le jeu courant, et quand ils arrivent à trouver de l'avancée et à dérouler, c'est très difficile de les enrayer. Pour stopper ça, soit on domine les collisions, ce qui n'est pas facile parce qu'ils sont lancés, qui sont très puissants, je pense notamment à Genge, le pilier gauche qui se déplace beaucoup, qui touche beaucoup de ballons, soit on essaie de les prendre au sol, de ralentir leur libération et ainsi de leur faire concéder des turnovers. C'était le choix qu'avaient fait les Écossais avec la réussite qu'on leur connaît. Et c'est notamment pour cette raison
raison que j'aimerais bien que Danty revienne, parce qu'en ce moment on gratte pas beaucoup de ballons et que lui c'est un spécialiste dans le domaine, donc voilà, il pourrait nous apporter pas mal de munitions. Mais également je pense qu'il faut prêter attention à un autre gros secteur de l'attaque anglaise, c'est forcément le jeu au pied. Déjà, bon je me répète souvent encore là, mais suivant la compo alignée, ils ont au moins 5 joueurs qui peuvent facilement jouer au pied et nous emmerder. On a la charnière Van Portlief-Farrell, on a Slade au centre et à l'arrière on a Maylins et Steward. Mais dans le jeu au pied, il y a plusieurs facettes, d'abord pour occuper le terrain et renvoyer l'adversaire dans son camp, ensuite il y a les petits coups de patte dans le dos de la défense pour mettre sous pression et provoquer des occasions, mais moi ce qui m'a marqué chez les Anglais, c'est surtout leur chandelle. Ils ont commencé contre l'Italie et ils en ont abusé face aux Gallois, mais les Anglais sont très forts là-dessus. Et ça, pas seulement sur le coup de pied en lui-même, qui déjà est très bien tapé, ni trop court, ni trop long, qui force du coup l'arrière adverse à décrocher et à parcourir beaucoup de mètres, mais ils sont surtout bons sur la montée défensive qui suit la chandelle, parce que si l'adversaire n'est pas contesté en l'air, c'est au sol que la défense vient le cueillir et mettre une pression monstre, ce qui rejoint donc le premier point de la vidéo sur la défense. Grâce à cette stratégie, les Anglais récupèrent beaucoup de munitions, soit parce qu'ils arrivent à concéder des turnovers directement, soit parce qu'ils mettent tellement la pression sur l'attaque adverse qu'elle est obligée de dégager le ballon en catastrophe. Ce point-là du jeu au pied et de la couverture est en grande partie la raison pour laquelle je vois un retour de Jaminet à la place de Thomas Ramos, parce que son long jeu au pied serait un atout pour inverser la pression, mais si ça ne tenait qu'à moi, je sélectionnerais Brice Dulin, qui est pour moi le meilleur arrière français sous les chandelles et l'un des meilleurs relanceurs que je connaisse. Mais bref, je digresse. Je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse sur 2 stats qui m'ont marqué sur le 15 de la Rose depuis le début du tournoi. Faut savoir que pour l'instant, c'est l'équipe la plus disciplinée de la compétition, avec seulement 23 pénalités en 3 matchs, ça fait moins de 8 pénalités par match, ce qui est très peu, ça veut dire qu'ils laissent très peu d'occasions à leurs adversaires. Cependant, il s'agit aussi de l'équipe qui fait le plus d'en avant, avec 16 au total. Ce qui peut donc laisser présager une grosse importance de la mêlée fermée, et donc dans ce cas-là, peut-être que le staff va davantage faire confiance à Dorian Aldeguerri, qui est peut-être un petit peu plus souverain dans le secteur, pour commencer à la place de Falatea, contrairement à ce que j'avais dit dans ma vidéo compo. Avant de conclure maintenant, on va parler des joueurs à suivre côté anglais, de ceux qui me semblent essentiels dans le jeu du 15 de la Rose. Mais je vous prends 15 secondes, vous avez l'habitude maintenant, pour vous rappeler de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un petit commentaire, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça soutient la chaîne. Aussi, j'en profite pour remercier chaudement les 0,1% des abonnés qui sont tipeurs, occasionnels comme réguliers, et qui permettent de financer en partie la chaîne grâce à leurs dons, c'est en partie grâce à vous que je peux continuer sur YouTube. Un des premiers joueurs à suivre selon moi, et c'est assez évident, c'est le capitaine et ouvreur du 15 de la Rose, Owen Farrell. Véritable chef d'orchestre de l'attaque anglaise, il est crucial dans l'alternance. L'attitude de son équipe dépendra énormément de sa performance, à noter cependant que c'est l'un des joueurs les moins réguliers au plaquage, d'où l'utilité, je pense, d'aller envoyer des gros porteurs de balles péter plein fer dans sa zone pour lui mettre le doute d'entrée de jeu. Oui, non, là j'avoue que c'est pas une stratégie très originale, on le fait depuis la Régionale 3 ça. Seulement, il faut savoir qu'il sera escorté d'Ollie Lawrence, le puissant centre de Bath, parfaite relève de Tulagi, il est très dur à arrêter ballon en main, beaucoup des franchissements anglais viennent de lui, soit parce qu'il perce ballon en main, soit parce qu'il ouvre des espaces en venant en leur. Si Danty est aligné face à lui, le match dans le match des numéros 12 promet d'être très intéressant. Derrière, toujours, Freddie Steward est l'une des clés de voûte du jeu anglais, surtout dans sa capacité à taper et à suivre ses propres chandelles. Il est grand, rapide, puissant, ce qui l'aide à dominer ses adversaires dans les airs, et là, forcément, les duels aériens vont être rudes. Devant, comme je le disais, le jeu anglais mise avant tout sur des avants mobiles et très physiques, capables de défier et de gagner la ligne d'avantage, et Genge en est le fer de lance. C'est l'un des joueurs qui porte le plus le ballon dans le tournoi, il est difficile à stopper et se déplace beaucoup, ça va être un vrai défi pour la défense française. Également, les deux flanqueurs Willis et Ludlam, en plus d'apporter du danger ballon en main, sont de véritables poisons en défense, que ce soit sur les contacts au plaquage où ils sont très durs, ils font très mal, ou bien dans le contest des ballons dans les rucks où Ludlam excelle. L'Angleterre semble avoir trouvé la relève des Kamikaze Kids, Curry et Underhill, et il va falloir mettre le bois de chauffe pour les stopper. Quoi qu'il en soit, Angleterre-France est toujours un événement, le 15 de France a l'opportunité de réaliser un exploit historique, en cas de victoire cela briserait une série noire de 18 ans de défaite. Perso, je suis persuadé qu'on peut le faire et qu'on va réussir à remporter le match. Même si l'Angleterre c'est du costaud, ils ont montré de sérieuses lacunes face à l'Écosse, et pour l'instant ils n'ont réussi à s'imposer que contre les nations les plus faibles de la compétition, donc le Pays de Galles et l'Italie. Donc dites-moi en commentaire si vous y croyez et quel est votre prono. Et aussi pour un projet avec le tournoi ER7 organisé par l'EDEC, qui est l'un des plus gros tournois européens universitaires de rugby à 7, j'aurais besoin en fait que vous me posiez des questions assez simples sur le Sevens, sur le rugby à 7, pour que j'y réponde ensuite en short sur YouTube, mais aussi sur TikTok et Instagram. Donc maintenant, à vous de jouer, à vos claviers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la routine, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, le petit commentaire. Allez les bleus, on est derrière vous pour ce gros défi, on se retrouve pour les débriefs. Moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.